Bonsoir. C'est bon? Oui. Voilà, j'ai le plaisir de présenter Jean-Charles de Paul, que j'ai connu il y a quelques années lorsque j'étais moi-même étudiante à l'école d'architecture de Versailles et où il s'employait à ce moment-là à écrire ce livre fameux qui est L'îlot à la barre avec Jean Castex et Philippe Paneret. Par la suite, il a quitté cette école assez rapidement, je pense presque avant moi, c'est-à-dire avant que je termine mes études. Euh, je ne suis pas sûr, enfin dans ces années-là. Et il est parti vers d'autres horizons, c'est-à-dire il est parti au CNRS, euh, comme... pardon, il est parti au CNRS et il a passé un temps enfin il a consacré une partie de son temps à ce moment-là à travailler sur le Caire, où il a résidé. J'avais le souvenir qu'il avait résidé très longtemps au Caire. En réalité, il a résidé un petit peu moins longtemps que ce que j'imaginais, mais quelques années quand même. Puis il est revenu, enfin je pense qu'il a fait des allers-retours un peu constants, d'où sont issues plusieurs publications, dont un ouvrage dont j'ai appris qu'il allait être réédité, qui, qui s'appelle À travers le mur. Par la suite, donc, il est revenu et a continué à travailler au CNRS, cette fois-ci comme directeur de recherche, et donc il s'est lancé dans cette entreprise avec Topalov, dont il va nous parler ce soir. Et je lui passe donc la parole. Merci. Merci. Merci de votre hospitalité et merci à l'assistance, collègues et futurs collègues, qui à cette heure-ci, malgré le froid, sont là. Ça me touche beaucoup. Donc je vais partir, je ne vais pas vraiment parler de ce livre, L'aventure des mots de la ville, mais je vais partir de ce livre pour développer ce thème qui est un peu un pléonasme, aventure et voyage. Je vais expliquer pourquoi. Aventure et voyage des mots de la ville. Je vais simplement dire donc qu'il s'agit, pour mémoire, pour ceux qui ne le sauraient pas, que c'est un livre qui comprend 264 notices, donc chaque notice correspondant à une entrée, un mot, mais beaucoup d'autres mots sont abordés dans le corps des notices, par différence et rapprochement. Il y a 160 auteurs et cet ouvrage traite de 8 langues, 7 langues européennes, plus une langue de circulation de la rive sud, l'arabe. Je crois que je n'en dirai pas beaucoup plus, sinon que parmi les contributeurs, il y a des gens qui ne sont pas là, mais il y en a un qui a fait une notice tout à fait remarquable, et c'est le professeur Darin, qui a fait la notice Boulevard, que je relis régulièrement parce que ça me remet, j'allais dire, dans le bain urbain. Voilà, mauvais jeu de mots. Donc en fait, directement ou indirectement, cet ouvrage traite d'un certain nombre de mots, et alors je ne les ai pas comptés, je crois qu'il y a des tableaux, mais c'est plusieurs centaines, très au-delà des 264 articles évidemment, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas, grâce à l'index, on le repère. Voilà. Alors je vais partir d'une anecdote qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est une façon pour moi de m'accrocher à ça. Au dernier moment, ce livre aurait dû s'appeler Le trésor des mots de la ville, ou Le trésor des mots de la ville, ou Un trésor des mots de la ville. Trésor comme thésaurus, enfin comme il y a le trésor de la langue française, c'était un peu prétentieux, mais enfin. Et au dernier moment, c'est-à-dire vraiment au moment où le livre partait chez l'imprimeur, l'éditeur a dit c'est pas un bon titre, on va l'appeler L'Aventure. Alors il avait dit que le titre était trop long, du coup il a rajouté un sous-titre très très long, puisque c'est l'aventure des mots de la ville à travers le temps, les langues, les sociétés. Et nous avons été un peu étonnés, voire catastrophés. Dans le fond, ça reflétait assez bien
l'esprit de cet ouvrage, et nous-mêmes, j'ai eu l'occasion de le dire déjà en petit comité tout à l'heure, nous-mêmes, nous utilisions beaucoup cette idée d'aventure, nous parlions de l'aventure d'un mot, et donc cette aventure des mots de la ville ne nous trahissait pas, bien au contraire. Bon, ça c'est notre aventure à nous, en quelque sorte, parce que j'allais dire que bon, voilà, il y a eu aussi cette aventure-là, il y a l'aventure intellectuelle de ce projet, dont je ne vais peut-être pas parler directement. Je vais simplement dire que nous avons construit ce livre dans un programme plus large qui a donné d'autres ouvrages moins importants. Celui-là, il fait 1400 pages. Hein. Il a été donc dirigé par Christian Topalov avec Laurent Coudroy de Lille, Brigitte Marin et moi-même. Juste deux principes principaux sur lesquels il repose. Nous avons essayé de construire un objet original, c'est-à-dire d'appréhender la ville à travers les mots, hein, et pas d'abord à travers des objets urbains, mais nos objets, ce sont d'abord des mots, d'une part, donc privilégier les mots, l'entrée par les mots, et nous avons circonscrit notre propos à des aspects plus spatiaux, donc on parle peu d'institutions. Nous nous sommes limités aux mots d'usage courant, toujours en usage aujourd'hui. Donc il y a des mots qui ont disparu, qui sont très intéressants, mais nous ne les en parlons pas forcément. Et il y a des mots savants ou techniques qui seront traités dans d'autres ouvrages, mais qui ont été laissés de côté, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais ce n'est peut-être pas le sujet ce soir. Voilà, donc ce travail nous a donc amené à identifier des aventures de mots et des voyages. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un peu un pléonasme, parce que, bon, en fait, c'est pour distinguer des voyages peut-être plus métaphoriques. Un mot voyage à l'intérieur d'une langue, ça veut dire qu'il peut changer de signification au cours de son histoire. Hein. Il y a une forte dimension historique, nous avons pris conscience très vite que les mots ont des histoires et qu'il s'agissait bien sûr, nous intéressant à l'aventure des mots, c'était une aventure à travers le temps. Bon. Donc les mots un mot peut avoir un destin à l'intérieur d'une langue, changer de statut, passer d'un registre savant à un registre populaire, d'un registre populaire à un registre savant, changer même complètement de signification, pas complètement, je reviendrai. Bon, et puis il peut changer de signification, donc il peut changer d'échelle. Il y a un très bel exemple que je vais citer à plusieurs reprises, c'est le mot villa en portugais ou en espagnol, qui a pu concerner des échelles vraiment très différentes, puisqu'il peut s'agir aussi bien d'agglomérations que de bâtiments isolés et de formes intermédiaires, de tailles intermédiaires, d'échelles intermédiaires. Tout ça variant effectivement au gré de l'histoire. Bon. Donc, en français, le mot villa, parce que du latin, on a abandonné le A et on est tout de suite passé au mot ville en français, on a gardé que villa au sens de bâtiment. Bon, après, en spécifiant d'une certaine façon, j'y reviendrai. Bon, donc un mot peut changer de signification à l'intérieur d'une langue, hein, en voyageant à l'intérieur d'une langue. Bon, il peut changer de valeur, je l'ai dit. Un mot peut être au départ pas péjoratif. J'aime bien citer l'exemple de taudis. Taudis n'est pas un mot dépréciatif au départ, et puis il devient un mot péjoratif, comme vous le savez, à l'intérieur de la langue française. Bon, il y a une évolution. Faubourg a pu avoir des acceptions péjoratives ou moins péjoratives au gré de l'histoire. La notice consacrée au mot faubourg le dit. Banlieue de la même façon, c'est-à-dire que banlieue, y compris avec les étymologies fausses qu'on lui attribue, enfin les origines fausses,
on le voit comme un mot qui est plutôt dépréciatif, qui est plutôt un mot stigmatisant, et c'était un mot qui non seulement a pu être neutre, mais même assez valorisant. Bon, voilà des exemples. Et puis, alors je dis variation de registre, ça j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé, passer du savant et du technique au populaire, à l'ordinaire, et retour. Bon, il y a des mots. C'est toute la question du mot îlot. Nous n'avons pas retenu, je reviens là-dessus, parce que je sais que ça vous touche, évidemment. Ici, nous sommes dans une école qui s'intéresse à la ville et à l'architecture, si j'ai bien compris. Nous n'avons pas consacré de notice au mot îlot, jugeant que c'était encore, je fais le pari que ça ne sera peut-être pas dans quelques années, encore un mot de la langue technique. C'est un technolecte des architectes et des urbanistes. Ce n'est pas d'usage courant. Mais il est très possible que si nous avions fait ou si nous reprenons cet ouvrage dans quelques années, on soit obligé d'introduire îlot qui aura pu passer dans la langue la langue courante, au détriment d'un mot que j'aime beaucoup, qui est pâté de maison. Pour certains le savent déjà. Je ne vais pas être davantage élogieux à l'égard du pâté de maison. Voilà. Et puis, bien sûr, un mot, et ça c'est le deuxième volet du titre, voyage dans l'espace. Et bon, ça c'est pas métaphorique. Il voyage dans l'espace, je vais vous en donner quelques exemples. Ce qui va, et ça c'est important, voyage dans l'espace qui va pratiquement toujours de pair avec une aventure du mot lui-même, c'est-à-dire qu'en se déplaçant dans l'espace, le mot change, alors éventuellement de valeur, de signification, d'échelle, et je pourrais reproduire la liste de ce que j'ai énoncé pour le voyage d'un mot dans sa langue. Là, il voyage dans l'espace, il passe donc d'une culture, d'un territoire, d'une langue, éventuellement d'une langue à une autre, avec les problèmes. Alors je vais revenir à titre pour prolonger la réflexion, je vais revenir au mot villa. Le mot villa est donc un mot qui voyage depuis le latin, à travers l'italien, villa avec deux L, parce que je précise parce que à la suite d'une réforme de l'orthographe, dans le portugais du Brésil, il a perdu une L, un L, c'est pas un oiseau, il s'écrit désormais avec un seul L, comme favela d'ailleurs, qui avait deux L, qui est à l'ordre du jour en ce moment, vous savez, si vous regardez la télévision, favela qui avait deux L et qui n'en a plus qu'un aussi. Réforme de l'orthographe, ça n'a rien à voir avec autre chose. Bon, donc villa, du latin passe en italien. À l'intérieur d'une langue, il a un destin plus ou moins singulier. Et c'est ça, l'idée du destin plus ou moins singulier d'un mot, c'est intéressant selon les langues, puisque comme je vous l'ai dit, il peut signifier aussi bien dans certaines langues, c'est vrai pour l'espagnol et c'est vrai pour le portugais, un type d'agglomération, une maison isolée et beaucoup de significations intermédiaires, un groupement, tout ça à partir de l'idée qui a été abandonnée, ancienne, en fait, de ce qu'on pourrait appeler très simplement de ferme ou de maison domaniale. Maison qui est entourée par un domaine exploité sur le plan agricole. Bon. Et puis, je l'ai dit, en français, on a perdu le A et villa n'a pas ce destin, c'est un destin beaucoup plus pauvre, puisqu'on passe le A conservé, donne villa qui désigne non pas une ville, non pas une agglomération, non pas un petit ou grande, mais nécessairement un bâtiment d'habitation entouré d'un terrain. Cultivé ou pas cultivé, ça dépend de la période historique à laquelle on s'intéresse et la situation. Mais ce mot n'a pas fini son histoire. Et ce mot voyage, il a voyagé, puisqu'il est passé
Il a voyagé du latin à l'italien, de l'italien à l'espagnol, au français, au portugais, et puis il est parti de l'autre côté de l'océan, au Brésil et dans les pays d'Amérique latine. Bon, j'ai évoqué ses destins, mais beaucoup plus tardivement, il a voyagé aussi dans un autre sens, c'est-à-dire il a traversé la Méditerranée pour donner un mot de la langue courante dans les pays arabes. Et il donne, au passage, il subit une transformation et il donne, au Maghreb, il ne perd pas grand-chose de son aspect d'origine, donc on doit continuer à l'appeler Villa, mais au Proche-Orient, on l'appelle Filla parce que le V n'existe pas et que les gens n'ont pas l'habitude de prononcer cette lettre, donc le V se convertit tout naturellement en F. Donc ce mot a continué à voyager. Je me demande, j'y reviendrai peut-être, c'est sans doute dans une acception française ou anglaise, ou les deux, selon les contextes. C'est ça qui a permis le passage, puisqu'on trouve villa aussi en anglais, dans un sens qu'on peut rapprocher de celui courant en français. Voilà. Alors à partir de là, je voudrais donner quelques repères, presque quelques règles, j'ose pas dire des lois. Et puis je m'arrêterai à la suite de ça sur un couple de mots qui m'intéresse plus particulièrement, qui me permettra de préciser un certain nombre de points encore et d'élargir et d'ajouter encore quelques aperçus, quelques aspects. Alors la première considération la première conclusion à laquelle nous sommes parvenus en étudiant les aventures et les voyages de mots, c'est qu'un voyage, alors là je vais être un peu premièrement, deuxièmement, troisièmement, donc j'ai même mis oui, un. Un mot, et c'est une vérité, je crois, générale, mais là il s'agit des mots de la ville, et je vais vous donner des exemples. Un mot ne se déplace pas tout armé, pas plus que l'objet auquel il est associé, ne se déplace tel quel. C'est-à-dire, l'exemple que je viens de donner du mot villa qui passe en arabe illustre assez bien ça. Il n'est pas passé tel quel dans la langue arabe, il ne pouvait pas passer tel quel, en tout cas dans l'arabe oriental. Il fallait qu'il subisse, il y avait une résistance de la langue, de son système phonologique. Il fallait qu'il subisse un certain nombre de transformations adaptatrices. Il y en avait une qu'il fallait qu'il subisse, c'était le passage donc du V au F. Voilà le type, c'est en ça que je dis, il ne se déplace pas tout armé, donc il doit être soumis à des modifications quant à sa matérialité. On n'oublie jamais que travaillant sur les mots, nous travaillons sur des phénomènes sonores, qui ont une matérialité sonore et qui sont justiciable d'une analyse de type phonétique, phonologique, etc. Enfin, même pas, etc. Bien. Voilà. Et puis, il peut aussi subir, et je vais garder le mot villa et son voyage vers les pays arabes, je me suis plus consacré aux mots de langue arabe dans ce travail collectif. Il peut subir aussi des modifications sémantiques. Ça veut donc dire que l'objet qu'on appelle le mot villa va avoir des significations qui ne sont pas tout à fait celles de son origine, anglaise ou française, et que donc l'objet qu'il va désigner ne va plus être exactement l'objet que l'on pourrait identifier sous ce nom en France ou en Angleterre, dans la France ou l'Angleterre contemporaine. Je renvoie à la notice donc Filla, qui est à la lettre F, mot arabe, bon, ce qui fait évidemment ricaner quelques lecteurs, mais ça c'est de bonnes méthodes linguistiques. À la notice Filla, mais il y a un trait d'union avec Villa parce que c'est instable, rédigé par Jean-Luc Arnaud. On voit bien, par exemple, comment en Tunisie, donc en dehors de la transformation sonore du mot, il y a une transformation sémantique
cela lié au phénomène de distinction sociale auquel est attachée la villa, l'introduction de la villa dans les pays arabes contemporains, et là c'est le cas tunisien qui est étudié. Avoir une villa, ça correspond à accéder à un certain statut. Bon. C'est vrai ailleurs. Bon. Donc, mais ça éclaire bien ce qui se passe. Ça veut dire que ce qui prime, ce n'est pas l'aspect typologique, qui pourrait vous intéresser, vous, spécialement. Donc, on a des villas qui pourraient sembler des absurdités, mais qui sont bien appelées villas ou fillas, qui sont d'usage semi-collectif, un étage sur l'autre, bon, qu'il soit prévu comme ça ou pas, mais c'est comme ça. Ça peut désigner des maisons en bande, donc ce n'est pas des maisons isolées, ce qui est quand même une des propriétés de la villa en principe. Ça peut désigner des maisons sans jardin, mais ça ne peut pas désigner de l'habitat pauvre, ça ne peut pas désigner de l'habitat de certains quartiers. Donc on est bien dans la distinction sociale. Voilà un exemple de ce déplacement d'un mot qui implique, et ça je crois que c'est une règle vraiment générale, qui se dégage des différents... les modifications qu'implique le voyage d'un mot. Le voyage d'un mot. Et il peut d'ailleurs subir des modifications au point d'être méconnaissable. Alors là, je vais vous donner j'aime bien, c'est un peu pédant, mais c'est pas dans le... Je ne pense pas qu'il y ait allusion à ça dans l'aventure des mots, dans le livre. Mais nous disposons en France de deux mots, en français, le mot arsenal et le mot dars. Là, je le prononce, pardon, dars. Vous voyez, Dars, c'est méditerranéen, c'est un bassin protégé bon, la Darse de Toulon est célèbre. C'est souvent lié à un arsenal d'ailleurs. Bon, mais Dars. Et puis un autre mot qui est arsenal. Bon. Deux mots qui ont à voir avec la mer, puisque l'arsenal c'est d'abord là où on s'occupe des bateaux, on les répare, Et ce que nous montrent les savants, c'est que ces deux mots viennent du même mot, la même expression arabe, qui est dar et sina, c'est-à-dire littéralement la fabrique, la maison où l'on fabrique, le bâtiment. Bon, et par des voies sur lesquelles je reviendrai tout de suite d'ailleurs, ça donne deux mots différents. Un qui est donc Dar Sina Arsenal, ça passe par Venise, et Dars, donc on a laissé tomber la fin, qui passe par, si je me souviens bien, par les Génois, et par donc deux dialectes de l'italien. Donc ça passe par l'italien, hein, donc de l'arabe, assimilé par l'italien, et qui renvoie, j'y reviendrai, et qui aboutit à deux mots spécialisés de la langue française. Je crois qu'on les a partenus et je ne pense pas qu'il y ait d'allusion, mais ça m'intéresse bien. Voilà, alors, deuxième aspect, hein, toujours c'est le premier aspect, le mot ne se déplace pas à toute armée, ni l'objet d'ailleurs, tel quel. Deuxième règle, en quelque sorte, non, deuxième aspect. Ça concerne les conditions du déplacement. Le mot se déplace. Alors, qu'est-ce qui se déplace, en fait? Et ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le mot, c'est rarement le mot tout seul, c'est la notion qui l'accompagne, c'est l'objet qui l'accompagne, ou qui le précède, ou qui le suit. Donc, là il faudrait d'une notice à l'autre, pour des mots qui voyagent, voir comment ça se passe. Il y a un exemple que je trouve absolument formidable, c'est, bon, alors dans Villa, on l'a vu, le mot s'est déplacé avec un objet qui s'est modifié, bon, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Mais il y a un mot qui est très intéressant, c'est le mot parc,
je prononce, ça c'est de l'anglais, hein, ça s'entend peut-être pas, mais qui n'est pas le mot parc, bon, qui est un mot qui vient sans doute du français. Enfin, il y a l'action combinée, je pense, de l'allemand et du... Bon, c'est un mot qui traverse l'océan, depuis l'Angleterre, et qui arrive aux États-Unis. Il apparaît dans un dictionnaire nord-américain, le fameux Webster, qui existe déjà à l'époque, qui est un dictionnaire de langue américaine. En 1828, il figure dans ce dictionnaire. Or, un parc au sens de la définition qui est donnée dans le dictionnaire n'existe pas encore aux États-Unis. C'est-à-dire le parc royal ouvert au peuple tel qu'il existe depuis déjà plusieurs décennies en Angleterre, qui va être l'ancêtre du parc public. Donc le mot parc, désormais, au cours du XIXe siècle, désignera un parc public au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et non plus un parc privé ou un parc privé mis à disposition par la générosité du souverain ou du prince au sujet, à disposition des sujets. Donc le parc public, il fait sa traversée, le mot, la notion, mais il anticipe sur l'objet qui n'a pas encore suivi. Je trouve que c'est un très joli exemple, parce qu'on pourrait en trouver d'autres, hein, de ces mots qui parlent avant d'agir, enfin bon, donc l'objet n'est pas encore là. Voilà. Donc qu'est-ce qui voyage à ce moment-là? C'est peut-être un modèle, une notion, un schéma, quelque chose d'idéologique. Il faudrait préciser. Alors, la question suivante, à propos des conditions du déplacement, qu'est-ce qui se déplace? Qui transporte les mots? Ça, j'aime bien cette question. Et puis, une question peut-être un peu plus difficile, c'est qui valide leur adoption une fois qu'ils se sont déplacés? Il y a une phrase de... Vous savez, la géographie, ça sert à faire les guerres, mais les mots se déplacent. Une phrase de... Je ne vais pas la retrouver, c'est pas grave, du linguiste Bruno qui, en gros, dit, si c'est ça, la langue circule le long des routes, la langue circule le long des routes. Bon. Et qui se déplace sur les routes? Ben, souvent, ce sont les soldats. Ça peut être les routes maritimes, je reviendrai sur les routes elles-mêmes, ça peut être les soldats, ça peut être donc les conquérants, ça peut être les commerçants, ça peut être les voyageurs pacifiques, traducteurs qui renvoient des mots. Il y a tout, dans certaines notices, il y a tout un travail sur la façon dont des voyageurs ont décrit des réalités qui leur étaient étrangères dans leur langue, et qui ont, d'une certaine façon, ne disposant pas forcément des mots adéquats dans leur langue, emprunté à la langue du pays qu'ils observaient pour la rapatrier dans... Enfin, il y a toutes sortes de choses intéressantes là. Donc, des voyageurs qui font des récits de voyage transportent d'une certaine façon dans leur récit de voyage des mots qu'ils ramènent chez eux. On pourrait multiplier des exemples. Bon, bien sûr, les techniciens, les constructeurs, au sens le plus large, et pour les gens qui s'intéressent à la Méditerranée, ce qui est mon cas, il y a évidemment le poids des Italiens dans ce transport. Bon, la rive sud de la Méditerranée a été largement construite par les Italiens dans le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Hein, c'est vrai pour Tunis, c'est vrai, je pense en partie pour Alger, c'est vrai pour le Caire, c'est vrai pour Beyrouth, ce que je ne savais pas, c'est vrai, enfin bon, il y a toute une tradition, je le sais, pour le Caire, de construction par les Italiens. Donc c'est des gens qui transportent des mots, leurs mots, puis qui éventuellement en rapportent, mais là qui en transportent. C'est très intéressant de voir dans le langage technique, donc on ne sait pas l'échelle à laquelle on s'est intéressé ici, mais
J'avais regardé un peu le vocabulaire de la construction au Caire, de voir des mots dans lesquels on ne reconnaît plus. Hein, c'est un peu comme pour Arsenal et Dars, on n'identifie plus le mot d'origine, mais qui renvoie au mot bouchardé, français, au contraire des mots italiens, donc qui renvoient à des corps de métier, des savoir-faire, et l'italien occupe évidemment une place importante. Alors, là, évidemment, il faudrait faire la liste de ces gens qui transportent les mots. Je crois que j'ai cité les principaux acteurs. Et puis, il y a la validation des mots quand ils ont voyagé et qu'ils arrivent dans une langue, dans un pays et donc dans une langue, et dont on va, la façon dont on va leur donner légitimité. Dans le monde arabe, il y a des académies de langue, dans les autres pays aussi d'ailleurs, mais des académies de langue qui jouent un rôle très important, parce qu'elles veillent sur la langue qui est quelque chose de sacré, et donc on ne peut pas se permettre d'introduire n'importe quoi. Alors c'est vrai pour les académies. Donc les académies de langue jouent un rôle important, mais on voit des échelles beaucoup plus modestes. Par exemple, on le voit dans la notice consacrée au taudis de notre collègue Fijalkov, mais on le voit aussi à propos de favela, on le voit à propos donc, de mots qui sont très fortement marqués de stigmatisation potentielle ou réelle, comment des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des hygiénistes, des médecins essaient d'intervenir sur le vocabulaire et de légitimer de nouvelles nomenclatures ou de désamorcer des mots trop chargés. Donc on voit là des gens qui sont extrêmement modestes, mais qui font un travail qui quelquefois porte ses fruits et des mots sont adoptés. Il y a toute une histoire de la catégorie logement insalubre, qui est une euphémisation de ce qu'on appelait taudis précédemment. Bon, la notice de Fijalkov montre très bien ça, il a travaillé beaucoup là-dessus, sur le mot taudis français. Hein. Mais on observe des choses assez semblables avec le mot slum, l'anglais, on le voit avec le mot favela, on le voit avec le mot bidonville, qui est un mot français mais qui après a une longue carrière. Donc, il y a toute une sociologie de ces légitimateurs, de ces gens qui, effectivement, ne sont pas simplement des passeurs de mots, mais font qu'ils sont acclimatés, légitimés dans la langue d'arrivée. Alors, langue d'arrivée, ça me renvoie à une autre notion que je trouve très intéressante, que je ne dis pas, mais en passant, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, c'est que, et ça on le voit y compris dans des témoignages sur les Italiens qui étaient dans le bâtiment au Caire et qui avaient un rapport très inégalitaire à l'égard de la main-d'œuvre, qui disaient « moi je ne vais quand même pas apprendre leur langue, c'est à eux d'apprendre la mienne ». Bon, ça c'est à une échelle, l'échelle de l'atelier ou du chantier, mais bon, il ne faut pas oublier que les rapports d'une langue qui voyage à une autre qui l'accueille ne sont pas des rapports forcément d'hospitalité pacifique, mais sont peut-être dans des rapports d'imposition. Bon, j'ai parlé des conquérants, donc des phénomènes coloniaux, enfin, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je ne voudrais pas l'oublier, donc je le cite en passant. Et je voudrais maintenant passer à un aspect qui m'intéresse bien. C'est une expression qu'on doit à Henriette Walter. Vous avez peut-être vu les livres d'Henriette Walter, ces mots voyageurs, enfin, qui est une linguiste qui a écrit des ouvrages sur justement les mots voyageurs, mais toutes catégories confondues, ce n'est pas simplement les mots de la ville. Elle montre comment les voyages de mots, les déplacements de mots, et ça vaut pour ce qui nous intéresse, passent souvent par des... C'est pas simplement le mot avec la langue qui voyage directement, mais passe par des langues de passage. Moi, je pourrais, une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, une espèce de langue porteuse. C'est-à-dire qu'un mot se déplace à l'intérieur d'une langue qui n'est pas la sienne. Ça, c'est très intéressant. Je vais vous donner des exemples.
Si je prends toujours cet exemple, villa, filla, c'est un mot qui arrive au Maghreb et au Proche-Orient. Il n'est pas porté par l'italien, il peut être porté, donc c'est un mot qui est peut-être, est porté par le français et l'anglais. Mais peut-être qu'il est porté par l'italien. Il faudrait regarder comment ça passe. Alors, langue de passage. Des langues de passage, l'italien est une langue de passage importante à travers le bassin méditerranéen. On a vu l'exemple de Dars et d'Arsenal. C'est-à-dire le mot Darsina est porté par deux dialectes italiens et aboutit en France à deux mots français. Donc on voit, je rappelle, Dars, ça passe par le génois, à partir du même mot, et Arsenal passe par le vénitien. Le fameux Arsenal de Venise, bien connu, où se passe aujourd'hui la Biennale, elle-même bien connue. Des langues de passage, l'espagnol est une langue de passage, c'est-à-dire à travers l'espagnol, beaucoup de mots, et c'est lié à la conquête arabe, beaucoup de mots arabes sont passés par l'espagnol et ont éventuellement remonté au-delà des limites du pays, donc à portée des mots arabes, et sont passés de l'autre côté de l'océan. Idem pour le portugais. Je dois dire que arrivant à Porto Alegre, sud du Brésil, je découvre un bâtiment et on me dit c'est Alfândega. Bon, tout de suite, j'ai identifié, parce que je travaillais sur le mot d'origine, tout de suite j'ai identifié que ça venait du mot arabe fondouk, qui lui-même est un mot d'origine grecque, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et je n'ai pas été vraiment étonné quand on m'a dit ce mot veut dire douane. Donc un mot arabe était passé par le portugais, vraisemblablement, peut-être avait transité par l'Espagne, je ne sais pas, mais en tout cas était passé par le portugais pour arriver dans un pays où on parlait portugais, le Brésil, donc un mot arabe, pour désigner une institution urbaine. Je reviendrai sur cet aspect des choses. Bon, quand je pourrais prendre d'autres exemples. Alors, il y a des langues dont on voit très bien qu'elles sont plus naturellement porteuses, plus naturellement langues de passage, parce que ce sont des langues de marins, ce sont des langues de négociants, ce sont des langues de constructeurs. Bon, voilà pour l'italien, mais langue de conquérants, l'espagnol, le portugais. L'arabe lui-même est une langue porteuse. L'arabe a transporté à travers le bassin méditerranéen et très au-delà, et puis ensuite relayé éventuellement par d'autres langues, comme l'espagnol, etc., des mots persans, des mots turcs, des mots grecs. Le mot fondouk vient du grec. Bon, il passe ensuite dans à peu près toutes les langues du bassin méditerranéen. Le mot arabe a transporté à l'intérieur du monde arabe le mot italien locanda, qui lui-même a un destin turc. Locanda pour dire pension de famille, hein, c'est hôtel de catégorie pas très élevée. Qu'est-ce que j'oublie? Ben voilà, quelques exemples. Donc, alors ensuite, je crois que c'est le dernier aspect. Oui, oui. Le dernier aspect, ce sont les trajectoires de ces mots, des types de trajectoires. Alors, moi, j'aime bien la métaphore maritime, puisque de toute façon, c'est la circulation qui est souvent maritime. Donc, il y a des transports qui se font par cabotage, de port en port, de proche en proche, et puis des transports qui se font au long cours. Quand on a dit ça, après, il faut regarder. Donc, de proche en proche, de port en port, on peut dire que les villes sont des ports, du point de vue linguistique. C'est-à-dire, c'est des nœuds d'échange
on y arrive, on repart, ça se mêle, il y a des choses qui s'inventent, des choses qui s'expérimentent, des choses qui se renouvellent, mais en même temps des choses qui sont des conservatoires. Il y a des niches où des mots vont se réfugier dans certains parlers, notamment dans des groupes minoritaires, des choses qui sont conservées dans les villes. Donc les ports, évidemment, sont, de ce point de vue-là, encore plus actifs, mais les villes, à leur façon, sont donc des ports, lieux d'innovation et de relais. Et évidemment, de ce point de vue-là, la Méditerranée est tout à fait intéressante, parce qu'elle fonctionne comme ce lieu où de port en port, de proche en proche, les choses circulent, et du coup, qui fonctionne un peu comme une espèce de laboratoire des mots et des mots de la ville. Bon, donc, long cours, l'exemple de la traversée au long cours, c'est le mot alfandega qui passe au Brésil. C'est l'exemple du mot aldeia qui veut dire à un moment donné au Brésil village et qui vient de l'arabe el-daria. Là, on identifie encore aujourd'hui le mot arabe qui provient. Bon, c'est-à-dire c'est un mot qui a dû circuler par cabotage le long des côtes, de l'Orient, du monde arabe au Maghreb, éventuellement, et puis en remontant par le monde ibérique sous influence, sous dépendance arabe, ensuite s'est incrusté dans la langue et passé dans l'espagnol ou dans le portugais, et puis a fait le saut après avec les conquérants de l'autre côté de l'océan. Voilà. Donc, et puis il y a une chose très importante dans le voyage. Et là encore, je ne sais pas si c'est propre aux mots de la ville, mais en tout cas pour les mots de la ville, c'est très important, c'est que ces trajectoires sont rarement linéaires. Il y a des boucles, il y a des retours, il y a des choses beaucoup plus complexes que ce qu'on peut croire au départ. C'est-à-dire qu'on aurait tendance, en se rappelant qu'il y a des rapports de dépendance nord-sud et que donc les impositions se passent du nord au sud, à penser que c'est dans ce sens-là que l'essentiel des déplacements s'opère. C'est la langue des conquérants du nord qui vient occuper en quelque sorte celle du sud par déplacement. On a vu comment ça... Bon, il y avait des péripéties de l'histoire qui faisaient plus que des péripéties, des retournements aussi, qui faisaient que ça pouvait circuler du sud, mais aujourd'hui encore du sud vers le nord, que ça pouvait partir d'est en ouest, d'ouest en... Et puis à l'intérieur même d'une zone linguistique, ça peut circuler avec des effets de boucle. On voit comme ça comment à l'intérieur, notamment au moment de l'Empire ottoman, pendant la période de l'Empire ottoman, des mots circulent à l'intérieur de cet empire, partent et reviennent depuis Istanbul, ou à partir de telle métropole du monde arabe ou d'un pays sous dépendance ottomane. Donc, alors il y a un mot qui est très intéressant et très intriguant, c'est le mot ghetto de ce point de vue, parce qu'on voit bien, notamment si vous regardez la notice allemande, on voit que ce mot qui est d'origine italienne, vous savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le mot ghetto viendrait, c'est pas sûr, mais c'est l'hypothèse la plus largement partagée et soutenue, viendrait d'un toponyme, d'un nom propre, signifiant fusion, qui désignait la fonderie de Venise. Et la communauté juive habitant à proximité de cette fonderie, on a désigné ce territoire dans lequel elle était cantonnée par ce nom. Donc le ghetto est devenu la zone d'habitation réservée ou imposée à la population juive. Bon. Ce mot, il a voyagé, on l'a retrouvé dans d'autres pays. On l'a retrouvé et il a traversé
tardivement. Ça se passe sauf erreur, je devrais le savoir, au XVIe siècle, je pense. Enfin, peut-être même plus tôt. Le mot voyage, et on le retrouve à l'époque contemporaine, aux États-Unis, on utilise couramment le mot ghetto, et le mot ghetto n'a plus ce sens-là au plan sociologique, au plan ethnologique, puisque aujourd'hui, quand on parle de ghetto, généralement, on pense plutôt à la communauté qu'on désigne sous le terme de afro-américaine. Et d'ailleurs, il y a une très belle interview qui est citée dans le texte sur ghetto américain, où l'habitant du ghetto disant « Ici, c'est devenu un ghetto à partir du moment où il n'y a plus de juifs. » Bon, qui est une espèce de paradoxe qui fait image et qui parle. Mais on voit dans la notice allemande comment ce mot, qui a eu un certain destin dans le monde allemand contemporain, mais plutôt aux marges, dans les pays occupés, le ghetto de Varsovie, etc., fait un retour à partir des États-Unis beaucoup plus tardivement. Donc on voit j'en dirai pas plus parce que c'est une trajectoire un peu compliquée sur laquelle je n'ai pas travaillé, mais on voit comment donc, ce mot venu de l'italien a transité à un moment donné par l'Allemagne et est revenu labellisé en quelque sorte par l'acception contemporaine du ghetto américain pour être réutilisé en Allemagne. On pourrait multiplier les exemples. Voilà. Alors je voudrais maintenant, comme je vous l'ai annoncé, et ça sera la deuxième partie de mon exposé, faire une espèce d'agrandissement et reprendre un certain nombre de ces thèmes, mais en vous racontant l'aventure de deux mots. Alors là, je vais écrire, puisque j'ai de quoi écrire. Un mot qui existe, je crois, non, je ne crois pas, j'en suis sûr, dans le dictionnaire français sous cette forme, fondouk, et qu'on transcrit classiquement de l'arabe sous cette forme un peu plus inhabituelle, fondouk. Et l'autre mot que je ne voudrais pas estropier, c'est le mot italien fondaco. Bon, on n'a pas besoin d'être linguiste pour voir qu'il y a un cousinage entre ces deux mots. Pluriel, alors là c'est déjà plus étonnant, fondaci. Daci. Vous arrivez à lire là? Parce que le bleu commence à... Voilà. Le pluriel de fondouk étant fanadek. Pour ceux qui ont des notions d'arabe, c'est un pluriel tout à fait classique en arabe. C'est intéressant parce que ce n'est pas un mot arabe au départ, mais il est arabisé par la forme de son pluriel. Il y a deux formes de pluriel en arabe, soit on ajoute, c'est un pluriel externe, on ajoute un A à la fin, soit on le casse et on recompose, et donc de fondouk on passe à fanadek. Ça c'est pour ceux qui seraient arabisants ou arabophones. Voilà. Alors je vais m'attacher à ce... Moi j'ai travaillé plus particulièrement sur fondouk, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et il y a une très belle notice sur le mot italien fondaco, dont Alessandra Boccolini est l'auteur. Alors là, nous avons, ce qui n'est pas le cas toujours dans l'élaboration de ce livre, nous avons communiqué à plusieurs reprises quand nous élaborions il y avait une espèce de club du fondouk entre cette anthropologue italienne et moi-même, parce que précisément là on a une circulation particulièrement complexe d'un mot qui est assez énigmatique quant à son origine. Je vous explique de quoi il s'agit. Pourquoi je me suis intéressé au fondouk? Je vais dire, c'est peut-être pas la vérité, mais je vais dire que parce qu'aujourd'hui, ce mot a un destin
assez intéressant, c'est-à-dire qu'on assiste, on assiste à la promotion de ce mot, et ça c'est un phénomène vraiment récent, il s'agit des 10 peut-être 20 dernières années, c'est en cours, pour désigner un hôtel de voyageurs. Dans un certain nombre de pays arabes, hôtel de voyageurs, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce n'est pas l'hôtel particulier. Donc fondouk, c'est un mot qui apparaît, alors d'abord, ça c'est vrai je crois dans à peu près tous les pays arabes, y compris dans les pays où ce n'est pas le mot le plus courant pour dire hôtel aujourd'hui. Par exemple en Tunisie on dit plutôt nasl, nasl, N-A-Z-L, qui veut dire le lieu où l'on descend, l'idée de descendre, pour des raisons qui s'expliquent. Mais sur les hôtels internationaux type Hilton, etc., c'est le mot qui est écrit en arabe, hein, à côté de l'inscription en anglais ou en français. Je fais exprès de dire ça parce que s'il est français, on dit hôtel. S'il est anglais, on dit hotel. Et ça ne va pas se transcrire de la même façon dans la langue arabe. Dans un cas, il y aura un ha, et dans l'autre, il n'y aura pas de ha. Ça, c'est pour le plaisir. Bon, donc aujourd'hui, donc on voit l'émergence d'un mot. Mais ce n'est pas un mot nouveau, c'est un vieux mot. Donc c'est assez intéressant parce qu'il s'agit d'une aventure où on voit comment un mot peut être réinvesti d'un sens nouveau. Donc c'est pas peut-être un voyage, c'est un voyage au sens peut-être métaphorique, c'est vraiment une aventure sémantique. Alors, hôtel de voyageurs, donc, dans la langue standard, alors, ça se passe où? Ça se passe dans la langue standard, donc dans les publicités, dans les enseignes, dans les journaux, Et c'est un mot qui est encore... C'est pour ça que je dis on assiste à sa promotion. Si je dis à un taxi, amène-moi au Fondouk, que ce soit à Tunis ou au Caire, au Maroc, au Fondouk un tel, selon le contexte, il va dire que je suis un pédant, ou je suis un étranger, que je fais du genre, que je parle de l'arabe soutenu. Surtout si c'est un hôtel de qualité, de catégorie pas supérieure. Bon, si c'est de Hilton, peut-être il admettra. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer entre langue standard, langue de la presse, langue de la radio, langue de la publicité, et puis la langue la plus ordinaire, qui peut être la langue des chauffeurs de taxi, par exemple, hein, la langue la plus quotidienne. Les chauffeurs de taxi, il sait aussi que le mot fondouk existe et qu'on peut l'utiliser. Donc il y a quelque chose d'instable qui est en train de se faire et qui est tout à fait intéressant. Or, c'est un mot qui a une très vieille histoire. Il a une très vieille histoire, comme le mot fondako. Donc le mot fondouk, ce que l'on sait, c'est que c'est un mot d'origine grecque. Ce que l'on ne sait pas exactement, c'est de quel mot grec il vient. Il y a deux écoles qui se battent depuis quelques années. L'un dit que ça vient de pandokeion, qui voudrait dire auberge, et l'autre dit que ça vient de l'adjectif pontique, qui indique une origine géographique. Et il y a de grands arguments de savants. Bon, je ne peux pas trancher, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas un mot arabe. Et ça c'est assez intéressant. Donc, un mot qui vient de la langue grecque, qui passe très tôt dans l'arabe, car il est attesté au Xe siècle, et qui va se promener, voyager à l'intérieur du monde arabe, et au-delà, puisqu'on va le retrouver sous la forme alfandega, hein, je l'ai dit tout à l'heure, au Brésil. Donc un peu plus tard dans l'histoire. Alors, fondouk, ça désigne quoi? Ça désigne donc
Oui, alors on va continuer. Vraisemblablement, enfin, la première attestation qu'on a de ce mot, c'est à Alexandrie, ce qui n'est pas très étonnant vu que c'est un port et qu'il y a beaucoup de Grecs qui passent par là, et que c'est une institution, ça désigne une institution, j'en dis pas plus pour le moment, qui est sans doute très visible à Alexandrie et qui va se répandre. Bon. Donc le mot et l'institution vont se déplacer. La question étant de savoir s'il y a une antériorité, et on dirait qu'il y en a une, entre le mot fondouk, donc du grec le mot arabe, et le mot italien qui a quelques cousinages, du point de vue sémantique je vais y arriver, le mot fondaco. Il semble, lui, le mot fondaco, il est attesté à partir du XIIIe siècle. Alors de là, on peut inférer qu'il y a une antériorité de l'arabe. Enfin, tout ça, c'est des circulations à l'intérieur de la Méditerranée. Donc, alors, pour comprendre mieux les choses, le fondouk, ce n'est pas tout à fait le même objet que le fondaco. Le fondouk appartient à une catégorie de mots. Il y a 3 mots, enfin il y en a 4, mais il y en a 3 que vous connaissez sans doute et qu'il faut retenir. C'est le mot khan, qui est un mot d'origine persane, le mot wakala, ou wikala, comme vous voulez, et le mot fondouk. Ce sont des mots qui désignent, qui sont à peu près interchangeables pendant une longue période historique, et puis qui vont avoir une particularisation régionale. L'historien André Raymond, spécialiste des villes de l'époque ottomane, du monde arabe, a fait des comptages et montre qu'à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, il y a une espèce de spécialisation des mots. Wakala devient un mot plus égyptien. Khan devient un mot plutôt syro-irako-libanais. Et le mot fondouk est plutôt maghrébin, qui désigne des réalités rurales, périphériques à la ville ou urbaines. Donc, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne ce qu'en français, nous appelons par un mot qui, lui, vient du persan, le mot caravansérail. Caravansérail, comme son nom l'indique, c'est le lieu où s'arrêtent les caravanes. Bon, voilà. Donc, alors, quand on a dit voilà. Donc, c'est une institution urbaine, pas simplement, mais enfin, qui est, je dis institution, vous allez comprendre pourquoi, qui est fort importante, donc, qui est liée au commerce, aux échanges commerciaux, au déplacement des marchandises, des biens et des marchands à travers l'espace, qui font halte, qui font des transactions, qui stockent leurs marchandises, qui éventuellement les négocient dans cet endroit, qui peuvent être hébergés avec leurs bêtes, éventuellement les chameaux, sûrement les chevaux et les ânes. Donc, un caravansérail, c'est cette structure à fonction d'hébergement et de commerce qui est une institution, ne serait-ce que sous cet aspect-là, une institution urbaine importante. Et qu'on trouve donc à la périphérie ou au centre des villes depuis on va dire, depuis l'âge le plus classique du monde, depuis le Xe siècle. Donc fondouk est un vieux mot. J'ai sûrement oublié des fonctions, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que il y a un glissement de cette institution du caractère. Ah oui, non, voilà ce que j'oublie. Ce qui est important, c'est que ça désigne un objet qui typologiquement est très identifiable. C'est-à-dire qu'un fondouk,
un khan ou une wakala, c'est un bâtiment construit autour d'une cour. Donc typologiquement, c'est très identifiable. Plus ou moins vaste, qui généralement a au moins 2 niveaux, un rez-de-chaussée où il y a des écuries et éventuellement des magasins au sens de lieu de stockage, et à l'étage, il a au moins 2 niveaux, mais il peut en avoir 3, il peut en avoir 4. Au Caire, il y a des wakalas qui sont de superbes exemples de bâtiments très hauts. Wakala, à une époque, ça s'appelait fondouk, aussi bien au Caire. C'est-à-dire que il y a donc autour d'une cour, généralement avec un jeu d'arcade au rez-de-chaussée, un niveau ou plusieurs niveaux. Donc c'est des bâtiments qu'on identifie, typologiquement, le mot est lié, c'est-à-dire que c'est pas... alors que le fondaco italien, c'est beaucoup moins net. Au gré de l'histoire et des échanges internationaux et des rapports qui s'établissent notamment avec les Marseillais, mais enfin, entre l'Occident et la rive sud de la Méditerranée, les caravansérails, donc les fondouks, vont pouvoir accueillir des consulats. Ils ont pu déjà être des lieux où l'on prélevait des taxes, fonction douanière, ce qui permet de comprendre comment on retrouve au Brésil un mot dérivé de ce mot fondouk, alfandega, pour désigner la douane. C'est pas tout à fait... Je reviendrai sur cet aspect. Donc, fonction douanière, consulat, et puis toute une tradition de spécialisation, c'est-à-dire que selon les villes, il y a des fondouks sans être forcément des consulats, ce qui explique comment ils peuvent devenir des consulats. Par exemple, à Saïda, il y a un khan qui s'appelle le khan des Français. Ça pourrait s'appeler le fondouk des Français. Ça s'est peut-être appelé comme ça autrefois. C'est un lieu qui était réservé aux Français, qui était financé par les Marseillais et qui est devenu un consulat au XVIIe, XVIIIe siècle des Français. Vous allez à Tunis, vous avez le caravansérail des Djerbiens, vous avez selon les marchandises ou selon les types, l'origine géographique, voire religieuse des négociants qui étaient hébergés, vous avez des spécialisations. Donc on voit bien comment ça peut venir, à un moment donné devenir le lieu qui reçoit le consulat d'une nation. Il en reste quelques traces, puisqu'à Venise, vous avez le fondaco des Tedesques, des Allemands. C'est un reste, et des Turcs. Donc vous avez des choses comparables qui ont laissé des traces. Voilà, ça c'est... Et alors, autre, et je crois que j'en ai refini avec le fondouk, la fonction d'hébergement provisoire qui s'adresse d'abord et à l'origine aux commerçants en voyage. Elle peut s'étendre à toutes sortes de voyageurs, et notamment de voyageurs qui n'ont pas de famille, célibataires. Il y a dans la littérature orientaliste, y compris chez Nerval, des détails assez amusants. Quand Nerval arrive, alors je crois que c'est au Caire, il dit « Où vais-je habiter ?» On lui dit « Si tu restes célibataire, tu n'as qu'une solution, c'est d'aller dans un caravansérail, donc dans un fondouk. Ou alors tu te maries. » Et par extension, le fondouk au cours des siècles, va héberger aussi bien non seulement des négociants, mais des militaires, peut-être des étudiants, des voyageurs de toutes sortes, y compris étrangers. Et donc il y a une fonction d'hébergement qui va éventuellement s'autonomiser.
Et quand on se demande comment on va désigner un objet nouveau, qui est l'hôtel de voyageurs dans cette région du monde, les lettrés, alors là on voit des lettrés qui discutent, et qui disent comment on va appeler ça. Nous n'avons pas eu ce problème jusque-là, car quand nous voyagions, nous étions hébergés chez nos frères en religion. Les musulmans sont hospitaliers, donc ce n'est pas un problème. Ou nous étions commerçants, etc. Et donc, c'était prévu pour ça. Mais maintenant, il y a des gens qui voyagent pour voyager, en quelque sorte, et puis qui voyagent en famille. Enfin, ça, il ne le dit pas. Il y a des très jolis textes d'un lettré du 19e siècle, tunisien, qui a voyagé et qui voit cette institution. Il l'a vue à l'étranger et il la voit arriver avec le tourisme, avec un certain nombre avec l'afflux de population venue de... Il dit, mais comment on va appeler ça? Et il ne pense pas au mot fondouk, parce que le mot fondouk, à l'époque, à la fin du 19e siècle, est devenu, à Tunis, est très lié à l'habitat de population peu recommandable, de militaires en travailleurs migrants. Très souvent, il y a l'idée de quelque chose qui est pas loin du bordel. Enfin, c'est pas très fréquentable. Donc le mot, c'est dévalorisé. Et le mot, donc que ce soit de l'hébergement provisoire ou de l'hébergement permanent, c'est quelque chose qui est devenu permanent. C'est quelque chose qui est. Donc il ne pense pas à ce mot. Il ne peut pas penser qu'on va utiliser ce mot-là. Donc il invente des mots. Et il y a tout un travail d'expérimentation, enfin au moins sur le papier. On va appeler ça le lieu où descendent les voyageurs. On va, à partir du mot voyage ou voyageur en arabe, on va appeler ça le lieu où l'on descend pour les voyageurs. Enfin, il y a toutes sortes de propositions. Je les cite dans ma notice. Et ce n'est que peut-être beaucoup plus tard, par essai-erreur, par discussion, et puis dans d'autres pays où ce mot n'avait peut-être pas pris une acception aussi, péjorative, que on a retenu le mot fondouk et on l'a resémantisé, on l'a réactualisé. C'est-à-dire qu'on a pris dans ces différentes acceptions une des significations, une des fonctions du bâtiment qu'il désignait, et à l'exclusion des autres, qui était l'hébergement provisoire. Un hôtel de voyageurs, c'est fait pour de l'hébergement provisoire, donc on va utiliser ce mot et on va le revitaliser, en quelque sorte. Voilà une histoire dont je vais tirer quelques conclusions. Du côté du Fondaco, on a des choses qui sont à la fois semblables et un peu différentes, mais bon, je fais l'hypothèse, donc, je ne suis pas le seul, que le mot italien est postérieur au mot arabe, donc c'est plutôt par l'arabe qu'on est passé vers l'italien. Et on retrouve un certain nombre de caractéristiques dans l'histoire du mot Fondaco qui peut avoir des acceptions assez variées, alors que ce n'est pas vrai dans le monde où l'on parle l'arabe, d'une ville à l'autre et d'un dialecte à l'autre en Italie. Le mot Fondaco, il a à voir avec le commerce international, mais pas forcément au départ avec l'hébergement des commerçants, mais en tout cas on a gardé cette notion de transaction commerciale et d'échange entre des négociants venant d'ailleurs et des négociants sur place. On a aussi à certains moments l'idée que ça peut être un lieu où l'on lève l'impôt, où on touche des taxes. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui devient très fort dans un certain nombre de villes, et notamment à Naples, c'est l'idée, alors, que c'est, et là pour le coup, de l'hébergement provisoire qui peut devenir définitif et qui est de l'habitation pauvre, et donc qui est
Et donc le mot Fondako devient un mot du vocabulaire plutôt dépréciatif. J'entre pas plus dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. La première, c'est que, on le voit dans la façon dont le mot fondouk a pu se déplacer, c'est que quand un mot se déplace dans la langue ou dans l'espace, il n'abandonne jamais toutes ses significations d'origine. Il y en a toujours une qui surnage, qui survit et qui est réactualisée. Donc on voit qu'à un certain moment, c'est la douane qui est mise en avant, et c'est ce qu'on retrouve au Brésil. On voit, ça c'est un voyage dans l'espace, on voit que le voyage à travers la même langue, l'arabe, c'est la fonction d'hébergement provisoire qui est isolée, qui laisse de côté l'impôt, la transaction commerciale, la communauté particulière qui habite tel ou tel fondouk, pour revitaliser le mot hôtel de voyageurs, donc dans sa signification hôtel de voyageurs. Et on voit donc, de la même façon dans l'évolution et les voyages du mot en Italie, dans l'italien, Fondako, comment c'est tel aspect, soit le commerce, soit la résidence, soit à certains moments l'impôt, qui est mis en avant. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quand vous lisez la notice, notamment la notice consacrée, mais aussi celle sur le fondouk, à Fondako italien, vous apercevez qu'il y a un nombre absolument incroyable de mots dialectaux en italien pour désigner cet objet, c'est-à-dire qu'à partir de Fondako, vous avez Fontego, Funaku, Fondacom, le mot latin a été maintenu au XIIIe siècle, Funeco, à Naples, Funiku, Fondego, enfin bon, un certain nombre de... Et ce n'est pas simplement des variantes locales, c'est que d'une certaine façon, ça correspond à... Alors, le premier mot, Fondego est vénitien, le second est sicilien. Bon, le second désigne un lieu qui héberge des voyageurs pour de l'argent, mais de catégorie ordinaire. Fondacom, un logement rural éloigné qui pouvait accueillir des voyageurs. Funeco, à Naples, depuis le XVIe siècle jusqu'aujourd'hui, habitat populaire. Funiku, Calabre aujourd'hui, magasin, entrepôt. Donc, oui, j'avais oublié cette fonction de stockage qu'on retrouve, les boutiques, mais ça peut se spécialiser, boutique pour sel et tabac, et puis y compris, alors cette fois-ci en Ligurie, Fondego, lieu de vente, vin, etc. Donc on voit que à chaque variante dialectale correspond en fait une signification particulière. C'est une variation aussi, une signification qui vont de pair. Et je voudrais vous lire ce commentaire d'Alessandra Broccolini que je trouve très intéressant parce que, en fait, il y a un déplacement dans les registres de langue lié aux variations dans les significations. Et elle parle de niche, et je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Il semble que dans quelques cas, le dialecte jamais totalement coupé de une des significations du mot d'origine. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Mais totalement coupé de